Joyeux Noël, oui c'est Noël, et bonne année, on va parler d'un film pourri, et Gilles sourit, j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé de film de Noël, ayant pour thème jeux vidéo, ouais c'est ballot, chante avec moi, mon Gilles est là, chantons ensemble, que la terre tremble, s'allumera, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es là, moi je comprends pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel film fait l'affaire pour notre nouvel épisode, on va vous parler de Dead or Alive, on va vous parler de Dead or Alive, donc pour Noël, film poubelle, avec des nichons, c'est plus mignon. Bienvenue dans Cross. Alors, Dead or Alive est un film pouce. On n'est pas en train de jouer à quoi que ce soit là. Et comme on commence à se connaître, je sais que tu vas profiter du fait que le film s'appelle Dead or Alive pour parler d'un autre film qui s'appelle Dead or Alive et qui est réalisé par Takeshi Miike. Et je me doute que tu vas aussi conseiller aux gens de se pencher sur la filmographie de Takeshi Miike, un cinéaste japonais complètement hardcore qui fait des films super borderline mais qui valent le coup d'être matés. Et j'en ai un peu marre de tous ces hors-sujets. Tu trouves qu'on commence à se connaître? Ah, c'est un peu comme si je te connaissais depuis toujours. High five! What's up? Je disais donc, DOA Dead or Alive est un film américano-germano-britannique sorti le 7 septembre 2006 en Australie et le 15 juin 2007 aux États-Unis. Pour l'anecdote, le film est sorti aux États-Unis sans projection presse. Projection presse, au départ, c'était des projections spécialement organisées pour la presse, où on te distribue des dossiers de presse avec plein d'infos sur le film. Mais maintenant, c'est juste devenu une technique pour que les blogueurs puissent aller voir les films en avance. Mais quoi qu'il en soit, le fait que la production n'organise pas de projo presse, ça veut toujours dire qu'ils ont un peu honte du film. Et ils ont pas eu complètement tort, étant donné que le film a fait un joli petit bid, ne totalisant que 7 millions de dollars de recettes pour un budget de 21 millions. Bon, je prends pas en compte les ventes de DVD, mais quand même, c'est pas beaucoup. L'énorme surprise du film, et la seule vraie raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est qu'il est réalisé par Corey Yuen. Et ça, putain, ça pousse mémé dans les orties avec l'eau du bain. Perché. Quoi? C'est pas une vraie expression. Donc on va s'arrêter un moment sur lui parce que c'est très certainement la seule occasion que j'aurai pour en parler. Corey Yuen est un réalisateur, producteur et chorégraphe hongkongais qui a étudié à l'Opéra de Pékin en même temps que Jackie Chan et Sammo Hung. Après il devient figurant puis acteur dans un paquet de films d'exploitation hongkongais. Il est aussi le réalisateur de plein de films comme La Légende de Fong Sai-yuk 1 et 2 avec Jet Li, The Defender avec Jet Li, The New Legend of Shaolin avec Jet Li, My Father is a Hero avec Jet Li ou encore Le Transporteur avec Jason Statham. Il est également très célèbre pour son travail en tant que chorégraphe pour les films High Risk avec Jet Li, Roméo doit mourir avec Jet Li, Le Baiser du Dragon avec Jet Li, The One avec Jet Li, Cradle to the Grave avec Jet Li, War avec Jet Li et Jason Statham, ou encore The Expendables avec Jet Li et Jason Statham. Et tout ça c'est bien joli, mais la raison pour laquelle j'adore Corey Yuen n'a rien à voir avec ça. Il a aussi réalisé Karate Tiger. Non. Ah si, je te jure. C'était un nom sarcastique, j'ai aucune idée de ce que c'est. En fait, Karate Tiger ou No Retreat No Surrender dans sa version originale, mais ça je m'en branle, moi j'ai toujours appelé Karate Tiger, c'est juste un espèce de vieux repompage de Karate Kid dans lequel on aurait intégré des éléments de Rocky 4. C'est l'histoire d'un gosse fan de Bruce Lee qui s'entraîne à devenir un guerrier super fort des arts martiaux de la mort pour affronter un gros russe méchant. C'est un film assez insignifiant en fait, mais c'est sûrement une des VHS que j'ai le plus regardé de ma vie, pour une raison qui m'échappe encore. Mais surtout, c'est le premier rôle de Jean-Claude Van Damme qui joue le méchant russe. Alors qu'il est belge. Ça n'a aucun intérêt. Donc sans Corey Yuen, on n'aurait peut-être jamais eu de... Et juste pour ça, monsieur presque monnaie du Japon. Et c'est aussi un pays à côté. Vous êtes un homme bien. Donc je suis très excité à l'idée qu'une adaptation de jeu de combat ait été confiée à un chorégraphe hongkongais. Et j'espère qu'ils ont choisi un producteur au top. Genre Choi Ark, John Woo, Johnny To. C'est Paul W.S. Anderson. Oh merde. Donc le film commence au sommet de la Montagne Ishikari, Japon. Dans un temple en 3D dégueulasse où Hayabusa, un ninja qui bosse pour la princesse Kazumi, annonce à cette dernière que son frère est mort et qu'ils n'ont pas réussi à retrouver son corps. Kazumi, pensant son frère encore vivant, décide de partir à sa recherche. Hayabusa lui demande de venir avec elle étant donné qu'il est ou était le meilleur ami du dit frère, ce à quoi elle rétorque: Si mon frère est vraiment décédé, tu n'es hélas plus son meilleur ami. certes, mais s'il est mort, ça veut dire que t'as pas à aller le chercher. Donc si tu vas le chercher, c'est forcément qu'il est vivant. Et que c'est toujours son meilleur ami. Si tu commences à faire ce genre de truc, on en a pour des heures. Donc Kazumi se barre, mais sur la Montagne Ishikari, Japon. C'est très mal vu de prendre la tangente quand on est une princesse. Elle est donc menacée par une guerrière du nom d'Ayane, qui est aussi un perso du jeu, qui lui dit que si elle s'en va, elle sera considérée comme une traîtresse, une shinobi. Je pense qu'ils ont aucune idée de la signification de ce terme, parce que c'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais bref. Kazumi a des envies de Thelma et Louise, elle se barre et saute du haut de la montagne. Logique. Donc Kazumi se fait inviter au tournoi DOA au même titre que plusieurs autres persos du jeu, comme Tina, une ex-catcheuse des... Mer de Chine méridionale. Ou encore Christine, cambrioleuse qui se basic instinct avec des flics et qui enferme des gens dans des valises dans des ascenseurs. En plus de ça, Ayane est chargée de retrouver Kazumi par les hautes autorités de la... Montagne Ishikari, Japon. Kasumi a abandonné le temple. Elle est devenue une shinobi. Ah, ok, donc maintenant c'est sûr, vous savez pas du tout ce que ça veut dire. Tous les combattants sélectionnés pour le tournoi se retrouvent dans un avion... Pardon. Ce plan me fait beaucoup rire. Ouais, je vais laisser votre esprit s'imprégner du n'importe quoi de l'intérieur de cet avion.
Voilà. Une petite vidéo leur explique que le gagnant du tournoi repartira avec 10 millions de dollars, ce qui en fait officiellement le championnat d'arts martiaux le plus pimp du monde. On fait connaissance avec tout le reste du cast, dont Bass, le père de Tina, Zach, un gros dragueur du futur. Tu sais ce que j'aime par-dessus tout? La vue. Max qui a suivi Christy, la voleuse, Hayabusa qui a suivi Kazumi pour la protéger. Ils sautent tous en parachute, ce qui n'a aucun intérêt, et se retrouvent sur l'île où se passe le tournoi, où ils sont accueillis par Elena, la fille du créateur du tournoi. Cette dernière leur présente Eric Roberts, pourquoi pas, qui leur demande de passer une visite médicale. Waouh, attends, ça c'est intéressant. C'est une partie du processus qu'on voit jamais dans les films normalement. T'as des tournois, les mecs se battent direct, y a pas de phase de visite médicale. Ça m'a toujours semblé logique, parce que c'est pas un truc très intéressant d'habitude la visite médicale. Tiens, je me demande comment ils vont faire pour rendre ça sympa à regarder. Une fois que vous aurez passé ces examens, le tournoi DOA commencera. Putain les gars, vous étiez pas obligés de justifier ça avec la visite médicale. Et maintenant des gonzesses à poil. Bon, les données qui résultent des examens médicaux sont collectées par Eric Roberts. Parfaitement. Les fonctions métaboliques et les mouvements musculaires de tous les concurrents sont enregistrés. Non, vraiment, arrêtez de vous prendre la tête, hein. Assumez vos délires. Et mets-moi la meuf à poil en 3D. Bon, le tournoi va commencer, tout le monde s'entraîne de son côté en mettant des coups sur des arbres avec un doigt, en faisant du nunchaku ou encore en faisant du roller. On leur explique ensuite les règles du combat, tout le monde a un petit bracelet qui lui indique son ennemi du moment, mais surtout... Aucune arme n'est autorisée lors d'un combat DOA, à l'exception du corps humain. Philosophie. Les combats commencent et on passe de l'un à l'autre, là j'ai un peu l'impression de me balader dans une salle d'arcade. Vous noterez l'installation de ouf quand même qui permet de filmer les combats avec des plans de dingue et des barres de vie. Un paquet de personnages secondaires jetables se fait jeter, Kasumi a des flashbacks de ses anciennes colonies de vacances. Kumbaya, my lord, kumbaya. Eric Roberts lui apprend que son frère a été tué lors d'un autre tournoi d'IOA par Léon, qui je pense est... je dirais vendeur d'assurance, mais ses explications ne convainquent pas Kasumi malgré le fait qu'elle ait l'air très impressionnée par le grand écart de Léon. Waouh, que de souplesse. Elle est persuadée qu'Eric Roberts ment. Pourquoi mentirait-il? J'ai l'intime conviction qu'il nous cache quelque chose. C'est pas vraiment une réponse à sa question. Pendant ce temps-là, il se passe tout plein d'intrigues secondaires insipides filmées dans une magnifique lumière de film érotique M6 du dimanche. Parce que tu vois, pour l'instant, je voudrais que tu me fasses autre chose avec ta bouche. Ok, faites un porno. Si vous voulez faire un porno, vous faites un porno, vous êtes pas obligé de déguiser ça en vrai film. Je suis absolument d'accord avec ce statement. L'intrigue avance donc comme un épisode d'une télé-réalité Énergie 12. J'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Christine n'arrêtait pas de prendre toutes les couvertures. Après ça fait bagarre, ninja, bagarre, beach volley avec des gonzesses. Kazumi arrête de jouer au beach volley pour se rendre dans une forêt de bambou, faire de la bagarre avec Ayane. Vous êtes une shinobi. Non. Shinobi, c'est un synonyme de ninja et c'est masculin. Ça, c'est pas un shinobi. Ça, c'est pas un shinobi et ça non plus. Ça, c'est un shinobi. Bon, la teuf bat son plein sur l'île de la tentation, les personnages vivent des trucs qui ne servent à rien. Il y a toute une sous-intrigue qui se met en place avec Elena, la fille du créateur du jeu qui a un tatouage qui contient un code pour accéder à un paquet de pognon caché sur l'île. Je vous laisse 7 secondes pour le décoder. Comme ça, tu vas comprendre. Ah, très astucieux. Franchement, non. Kasumi, Tina et Christy vont explorer Jurassic Park et trouvent un passage secret. Elles comprennent qu'Eric Roberts est un méchant, ce qui explique très certainement son brushing, et qu'il a fait tuer le père d'Elena parce que c'est un méchant, ce qui explique très certainement son brushing. Bagarre, les gentils sont capturés par le méchant qui leur montre son nouveau super gadget du futur, c'est des lunettes du futur qui permettent de voir dans le futur et donc d'anticiper les coups lors d'un combat, une invention qu'il a réussi à créer en implantant dans les combattants des nanorobots pour comprendre comment qu'on fait la bagarre quand on est fort. C'est le plan de méchant le plus compliqué de l'histoire des plans de méchant. Le méchant teste son nouveau jouet sur Hayate, le frère mort pas vraiment mort de Kasumi, et il le défonce. Pendant ce temps, Max arrive à entrer dans le coffre-fort en utilisant ce truc là qu'on a dans les paquets de céréales. J'appelle ça des Rubik's Square. Les gentils appellent la CIA, d'ailleurs vous saurez maintenant que pour faire venir la CIA suffit d'aller sur leur site. Allô, la CIA? Oui. Le méchant essaie de défoncer les gentils, ça marche pas, il est battu, on fait péter Bouddha, il y a encore une petite scène avec Tina et des pirates d'Astérix du début. C'est la fin, mais pas vraiment parce qu'on a encore droit à une scène ultra racoleuse. Le gars dans le second rang à gauche est mignon, non? Y a-t-il un gars dans le monde qui ne te fait pas fondre, Elena? Ok, on a compris, vous avez des actrices super bonnes les mecs. C'est cool. Je veux dire, merde, le film ne dure qu'1h20 et j'ai l'impression d'avoir vu 1 heure de bonasse qui se dandine. Tout est prétexte à exhiber leur corps. C'est vrai quoi, qu'est-ce que c'est que ce film de gros pervers? On dirait Dead or Alive, le jeu. Ah merde. Ouais, là pour le coup je m'avoue vaincu, je trouve le film ultra beauf et très vulgose, mais
Mais le jeu l'est tout autant. En fait, tout dans la franchise Dead or Alive suinte la beaufrie décomplexée, et avant qu'on me fasse toutes sortes de remarques à ce sujet, je tiens à dire que j'aimais beaucoup les jeux Dead or Alive et que le deuxième opus était mon jeu de combat favori sur Dreamcast avec Soul Calibur. Le gameplay était super sympa, les animations ultra fluides, c'était jouable, nerveux, et ça demandait un poil de stratégie. C'est un jeu que j'adorais. Mais pour ce qui est de l'esthétique du truc, de l'imagerie qui s'en dégage, enfin merde, c'est un jeu qui est célèbre pour les animations des nichons de ses personnages. Il y a même eu un spin-off version beach volley pour qu'on puisse encore plus profiter des animations des nichons des personnages. Toute la com autour du jeu repose sur les animations des nichons des personnages. Essayez de taper Dead or Alive sur Google Images, il y a plus de 5 au paradis. Ah, joli, merci. D'ailleurs, la photo la plus soft de la première page est l'affiche du film. Je suis sûr que si Dead or Alive était un thème d'une famille en or, la quasi-totalité des réponses appartiendrait au champ lexical de la poitrine. Ce qui d'ailleurs m'a toujours beaucoup surpris, parce qu'un jeu aussi racoleur, souvent, ça veut dire qu'il est pourri, et qu'il a que ça à offrir. Alors que là, pas du tout. C'est juste des jeux de combat corrects, avec plein de nichons dedans. Donc je peux pas vraiment critiquer ça dans le film, ils ont juste essayé de respecter la franchise et ils sont pile poil dans le ton. Pareil pour la construction du film, le scénar est réduit à son minimum, parce que, soyons sérieux, personne ne s'intéresse au scénario de Dead or Alive. Est-ce que comme ça, de tête, vous pouvez me raconter l'histoire de la saga? Ouais, alors en fait c'est l'histoire d'un tournoi qui... Donc voilà, le scénar du film est inintéressant au possible, mais on s'en fout, parce que c'est un film de bagarre. Les personnages sont tétanisants de bêtises, mais on s'en fout, c'est un film de bagarre. Les dialogues sont insipides, mais on s'en fout, c'est un film de bagarre. Sauf que je m'en fous pas vraiment en fait. Parce que autant je suis absolument d'accord pour dire que le cœur du film repose sur les scènes de combat et que dans un tel projet c'est ça qui devrait primer, mais justement, si vous voulez que les scènes d'action d'un film soient efficaces, je pense que c'est très important de leur donner de l'enjeu. Il y a un équilibre qui est très certainement très difficile à trouver pour qu'une scène d'action soit vraiment frappante. Et ça passe souvent par un script épuré. C'est pour ça que j'ai pas envie de le juger sur son scénar. Mais même avec ça en tête, j'ai un souci avec le fait que le film n'ait jamais l'air de prendre son sujet au sérieux. C'est vrai, regardez ça. Ça ressemble à une boîte de nuit, ce truc. Du coup, je trouve que quand les personnages se battent, tout manque d'enjeu. Déjà parce qu'on les a vus se comporter comme des persos de cartoon pendant tout le film, et en plus parce que avant la dernière demi-heure de film, bah c'est juste un tournoi quoi. C'est pas un tournoi à mort. Quand un personnage perd un combat, il se relève et les deux se serrent la main. Du coup, je trouve que les scènes de combat, pour la plupart, sont pas très intenses. Et pour enfoncer le clou, je les trouve plutôt mal filmées, mais pas trop mal chorégraphiées. En même temps, l'inverse aurait été un comble, étant donné qui est le réalisateur. Et ça rend tout le film assez frustrant, parce qu'on a l'impression de voir des gens faire des trucs de fou, mais mal filmés. C'est beaucoup trop cut, je trouve, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe à l'écran, et certains plans font super fake et numérique, alors que pareil, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus organique, de plus vrai, moins toon. Après, j'en fais beaucoup, hein, le film a pas une grande importance, tout le monde s'en fout, quoi. J'avais juste envie de vous offrir pour Noël des gonzesses à poil, et de la bagarre, des trucs de beauf en fait. Oh, on est tombé bien bas. Non mec, c'est normal d'avoir envie de montrer des nichons aux copains, c'est ça l'esprit de Noël. Assume ton délire. Ouais, c'est ce que je vais faire.